Je suis vraiment excité. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche beaucoup de discussions en Guylaine sur les lèvres des gestionnaires leaders, mais aussi des employés. Puis lorsqu'on parle de l'engagement du personnel et le rôle des gestionnaires leaders, la communication est souvent au centre des discussions. Puis quand on parle d'être au centre des discussions, que ce soit suite à un sondage de satisfaction et du climat en interne auprès du personnel, ou même en général lorsqu'on parle de bon leadership, de bonne gestion, de saine gestion, la communication est au centre de tout ça. Puis, pas pour rien non plus, parce que les employés ont tendance à dire dans des sondages et dans de la recherche que la clarté, la fréquence des communications est directement liée à leur taux d'engagement, puis leur capacité de s'engager. Fait qu'il n'y a pas juste le niveau d'engagement du groupe, de l'organisation, des équipes, mais leur goût et leur motivation de s'engager. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment une discussion autour d'une des expectatives de leadership qu'on discute souvent euh, au niveau du gestionnaire leader. Est-ce qu'il est pratique des communications qui sont pour mobiliser ou tout simplement pour cocher sur une liste? Alors, j'ai fait ma job, j'ai communiqué. Puis je pense que lorsqu'on s'en va vers communiquer pour mobiliser, c'est un petit peu plus qu'une liste de choses à faire. Je veux remercier l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario pour leur appui dans la mise en œuvre de cette programmation de webinaire. C'est une collaboration de longue date qu'on a depuis le début de la pandémie. Je veux leur dire merci. Et aussi la collaboration du Centre pour l'excellence en gouvernance, qui est toujours en synergie avec l'Académie d'Iskitus pour nous amener du contenu qui non seulement est pertinent pour les gestionnaires leaders, mais éventuellement pour les conseils d'administration, pour qu'ils comprennent le rôle euh, du, de tous les intervenants en interne. Je pense que c'est important pour le conseil de le faire. Aujourd'hui, c'est du bonbon pour moi parce que Guylaine, vous la connaissez peut-être. Elle est une amie, mais également une personne qu'on connaît dans le milieu professionnel depuis 5 6 ans chez Discitus, plus que ça, 7 ans même, qui a eu la chance de pratiquer la mise en œuvre de clarté organisationnelle au sein d'un département, au sein d'un conseil scolaire, une grande organisation, puis de l'agence Chertois. Guylaine, si tu veux nous saluer, la parole est à toi pour quelques minutes. Ben, bonjour tout le monde. Merci Alain pour l'invitation. Je suis effectivement très, très heureuse d'être ici aujourd'hui parce que je vous avoue, Alain dit 6 7 ans, mais tu sais, quand on dit le temps passe vite, là, ça fait plus 9 10 ans, en fait, qu'on a commencé à travailler ensemble puis à se découvrir à l'intérieur de tout ça, là, de clarté organisationnelle. Puis j'ai eu le plaisir d'assister à plusieurs sessions de travail, à plusieurs réflexions aussi avec l'équipe de Discutus. Donc, de me retrouver ici aujourd'hui, puis de pouvoir participer activement à un partage de connaissances et d'expertise, ça me fait très, très plaisir. Donc, en tout cas, j'espère pouvoir vous partager des choses qui peuvent sembler très, très simples à la base. Puis ça, c'est l'essentiel de la communication de toute façon. Mais j'espère pouvoir tu sais, créer des réflexions puis piquer votre curiosité à voir comment ça se passe chez vous dans votre organisation. La communication, c'est des choses qu'on met souvent de côté parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas les ressources, mais de pouvoir se trouver un fonctionnement, puis des petites étapes qui nous mènent à avoir une meilleure communication au sein de l'organisme, je pense que ça peut faire des miracles. Fait que je pense qu'Alain et moi, on va être capables de vous aligner dans cette tendance-là qui est omniprésente. Excellent. Merci, Guylaine. Merci d'être là. Fait que si jamais vous avez des questions, l'information contact de Guylaine va vous être partagée. Je l'inviterai même à mettre son courriel dans le chat. N'hésitez pas de communiquer avec elle si vous voulez discuter de communication interne et externe. C'est vraiment notre rockstar chez Discutus dans ce domaine. Merci, Guylaine. Alors, vous pouvez cliquer sur le courriel pour ne pas l'oublier. Laissez-moi avancer dans le contenu parce qu'on aime ça sauter dans le pratico-pratique le plus vite possible, comme vous le savez. Puis vous, ma collègue Julie, vous la connaissez, Julie Léger, elle va toujours dire Alain, clarté first. Elle va le dire au conseil d'administration, elle va le dire aux équipes de gestion, elle va le dire aux superviseurs. La clarté, c'est la toile de fond pour toute équipe. Que ce soit une équipe d'administratrices et dirigeantes au sein d'un conseil d'administration ou une équipe de gestionnaires leaders au sein d'une grande organisation ou même d'une petite, ou même une petite équipe qui travaille ensemble,
la clarté, c'est la toile de fond, pas juste pour l'engagement, mais pour l'imputabilité aussi. Fait que tout va ensemble. Puis moi, je me dis, la clarté, c'est des éléments qu'on a traités un petit peu de vieillot dans les dernières années. On va parler de mission, vision, valeur. Ah oui, à la mission, vision, valeur, bien fatigant avec ça, mais c'est vraiment la toile de fond. Mais je pense qu'elle doit être utilisée comme outil de clarté avant d'être utilisée comme un outil de communication. Fait que quand on dit clarté first, on va dire c'est quoi notre mission, c'est quoi qu'on fait. Puis la notion ici de dire mission, vision, valeur, allons-y un petit peu plus comme dans le concret, gang. Est-ce que toute votre équipe et les gens qui sont engagés, qui vous suivent comme gestionnaire leader, sont capables de répondre à des questions de base? Qu'est-ce qu'on fait, pour qui on le fait, où est-ce qu'on s'en va, puis pourquoi le faire avec nous? Puis ça a l'air banal en se disant ces questions-là, ben oui, on le sait, c'est notre mission, notre vision, nos valeurs, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Qui sont nos clients? Puis il y a beaucoup de nos clients, nous autres, qui tombent souvent dans le piège de ah, ben nous autres, on sert la communauté. Ça, c'est le plus gros piège. Parce que quand on n'est pas capable d'identifier qui on sert spécifiquement, groupe de clients, tu sais, Guylaine, euh, il y avait des groupes de clients au conseil scolaire, c'était les élèves, les parents, les intervenants communautaires, les profs, les autres membres du personnel. Il y a plein de parties prenantes à identifier. Puis il faut être capable de faire la différence entre une partie prenante interne puis la clientèle. Deux bénéficiaires, hein, en éducation, profs, parents, deux gros bénéficiaires de ce que le conseil joue dans l'organisation. Il faut être capable de dire qu'est-ce qu'on fait, pour qui on le fait, alors la clientèle principale ou bénéficiaire de l'organisation, où on s'en va, c'est ça la vision. Il y en a qui aiment ça écrire des belles longues visions, toutes un petit peu trop cute pour communiquer, alors qu'on devrait d'abord et avant tout, vous comme gestionnaire, devrez être capable sur le bout de vos doigts, avec tous vos superviseurs et gestionnaires, être capable de dire, notre vision, là, le où est-ce qu'on s'en va, c'est ça. Puis être capable de le dire en une phrase, une seule phrase, c'est probablement le meilleur talent qu'on peut développer comme gestionnaire leader. Le où est-ce qu'on s'en va, puis le qu'est-ce qu'on fait, il ne devrait pas se ressembler tant que ça. L'avez-vous déjà vu, ça? Vous pouvez peut-être réagir dans le chat, mais on l'a vu souvent. La mission, elle ressemble tellement à la vision qu'on n'est plus sûr qu'est-ce qui est quoi. Bien, une mission, c'est clair. C'est qu'est-ce qu'on fait, puis elle devrait être connectée directement au service qu'on offre. Fait que sur le site web, moi, je ne t'encourage pas à mettre ta mission, moi, je t'encourage à mettre tes services. Parce que c'est la première chose que les clients viennent chercher. Si les services puis la mission se ressemblent, ça veut dire qu'on a bien fait. Si la vision puis les objectifs de l'avenir se ressemblent, ça veut dire qu'on l'a bien fait, le où on s'en va. Qu'est-ce qui nous distingue? C'est nos valeurs, comment on se comporte. C'est correct de les écrire, mais est-ce que nos employés l'ont entendu tellement souvent que c'est tellement important pour nous qu'on est rendu au point où on est capable de vivre les valeurs et nos clients sont en train de nous dire, ah, vous autres, votre gang sont vraiment ceci, sont vraiment bons là-dedans. Les valeurs sont pratiquées et sont observables, pas juste parce qu'on les a écrits sur un site web, mais parce que les gens le pratiquent. En plus, on va aller ajouter, quand on veut mobiliser le personnel, c'est tout ce qui est plus opérationnel ici dans ma diapo, on le voit. Le qui fait quoi? J'ose pas vous poser la question parce que les statistiques sont un peu décevantes lorsqu'on fait un peu de recherche sur la question. Le, quand est-ce la dernière fois que les descriptions de tâches au sein de votre organisation ont été revues? Ça, c'est juste la portion ressources humaines. Ensuite de ça, lorsqu'on s'en va vers le tâche, projet, responsabilité, obligation, rôle de chaque personne dans l'équipe, dans l'organisation, est-ce qu'on les a documentés quelque part? Est-ce que les collègues connaissent le rôle et responsabilités des autres collègues? Puis, je sais que je tombe un petit peu dans le détail, puis il y en a qui doivent être en train de dire, ben Alain, c'est pas un atelier, c'est comme, oui, mais clarté first. Alors, sur le qui fait quoi, on devrait être capable, nous, de communiquer où est-ce que les clients et où les collègues doivent aller pour ceci, cela, ceci, cela. Fait que ça va ensemble. Puis bien sûr, le comment allons-nous réussir, c'est les standards de qualité. C'est le comment on fait les choses chez nous. J'aime ça appeler ça l'approche signature de l'organisation.
Chez nous, on fait les choses de même et c'est comme ça qu'on maîtrise l'excellence. Et chez nous, c'est ça les objectifs standards qu'on se donne, minimum taux de satisfaction 85%. Puis si on ne l'a pas atteint, on travaille là-dessus. Puis quand on l'a atteint, on le maintient. Puis au besoin, on l'améliore si on veut. Mais nos standards là, de qualité sont identifiés. Puis quand on met tout ça ensemble, ça, c'est ce que j'appelle, moi, la clarté opérationnelle. OK? Ça va? Je ne sais pas si tu veux commenter, Guylaine, là, je suis en train de. Je suis vraiment dans le mode, là. Est-ce qu'on a tous les détails nécessaires comme toile de fond pour ensuite être capable de réfléchir à communiquer? Je pense que tu as fait un beau portrait de base pour la suite, puis on va y revenir sur certains de ces concepts-là dans les prochaines diapos. Fait que je ne veux pas trop m'aventurer parce que je sais qu'on y va avec un peu plus de détails ou de précision là, dans peu de temps. OK, excellent. Dans le chat, là, allez donc mettre votre rôle à vous dans l'organisation. OK? Allez le mettre juste que ce soit DG, si c'est des initiales, ou votre rôle de gestion ou de leader, ou peut-être gestionnaire en devenir. Je m'en vais voir le DG, direction, hein, Yasmine, Carole, DG aussi. Excellent. Excellent, DGA, direction. Fait on a vraiment ici, puis c'est vraiment, je dirais, la diapo préférée de ma collègue Micheline. Puis on va vous partager ce PDF-là. C'est une réflexion qui a été faite avec quelques centaines d'employés, gestionnaires, dirigeants, administrateurs, administratrices, leaders au sein d'organisations. Et la question a été la suivante. Qu'est-ce que vous vous attendez des leaders gestionnaires dans l'organisation? Ce n'est pas une réflexion qui est souvent soulignée dans les livres de leadership. On va parler de leadership comme si c'est un projet qu'on entreprend, on va l'aider, mais on le sait qu'on est tiré de tout bord, tout côté. Hein, Emmanuel, je le sais, je parle autant de toi que n'importe quel leader dans la salle ici. On est tiré de tout bord, tout côté. Puis on est tiré comment? Par les attentes que les gens ont envers nous, de par notre rôle, nos responsabilités et nos obligations. Puis ils viennent autant, ici je vais essayer d'utiliser ma souris, mais ils viennent autant de dirigeants et administrateurs de l'organisation, votre conseil d'administration ou votre conseil scolaire ou commissaire scolaire, ou peu importe l'entité fiduciaire qui surveille l'organisation, bien, ils s'attendent à ce que tous les gestionnaires leaders contribuent à la mise en œuvre de la mission, la réalisation de la vision, la pratique exemplaire des valeurs de l'organisation, mobiliser et engager le personnel, puis c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, agir de façon responsable, rencontrer les objectifs. C'est pas une petite pression, ça. Souvent, on se la met nous-mêmes, cette pression-là. Puis ça, c'est ce qu'on voit ici. J'ai des attentes envers moi-même, puis souvent, on est plus dur sur soi que les autres le sont. Mais il ne faut jamais oublier que ça a une influence sur nous. On veut réussir notre travail, on veut maintenir un équilibre de vie, on veut avoir un sentiment de compétence, avoir la confiance en soi, donner le meilleur de soi-même, être à la hauteur des attentes des autres, puis prendre soin de soi, de sa santé mentale et tout ça. On s'en met de la pression, n'est-ce pas? Parce qu'on le sait que nous, notre vase, il faut qu'il soit plein pour pouvoir aider à remplir le vase des autres, puis ça, c'est pas toujours facile à faire. Un qu'on oublie souvent, c'est l'autre côté de ce diagramme d'expectative de leadership, c'est dès qu'on a des collègues au niveau de la gestion, il y a des attentes envers nous. D'agir comme un collègue idéal. Est-ce que tu fais partie de l'équipe de gestion ou si tu es représentant de ton équipe à toi dans ton département au sein de l'équipe de gestion? Ça, c'est le concept de Patrick Lencioni qui va dire le team number one des gestionnaires, il faut que ça soit l'équipe de gestion. Fait qu'il faut faire la différence entre l'équipe de gestion, l'équipe euh, dont je fais partie et l'équipe pour laquelle je suis responsable. C'est ça le concept de team number one. Ton équipe, c'est l'équipe de gestion. L'équipe pour laquelle tu es responsable, c'est ton équipe de département, ta petite équipe à toi. Mais il y a des attentes que les collègues ont à ce niveau-là. D'agir comme une collègue idéale, collaborer sur les initiatives systémiques, ne pas tirer sur son coin de la couverte. Qui Hmm. n'a jamais vu ça dans une équipe de gestion? Être disponible pour ses collègues, rencontrer ses propres objectifs, en d'autres mots, faire notre part, hein?
puis assumer les responsabilités qui sont ultimement les miennes. Mes collègues s'attendent à ça. Fait que ça vient pas juste d'en haut, ça vient aussi autour de ma table à moi. Et bien sûr, probablement de là où on reçoit le plus de pression, corrigez-moi, là, je vais peut-être vous la poser tantôt comme question, c'est qu'est-ce que les employés s'attendent de nous? Puis je trouve que c'est pas mal moins glamour que qu'est-ce qu'on lit dans les livres de leadership. Parce que des fois, c'est un piège. Moi, j'ai toujours l'impression que la loi du 80-20 devrait s'appliquer en leadership de gestion. Si tu fais 80% de ton temps en gestion, accomplir tes tâches, rencontrer tes responsabilités, être présent pour tes employés, t'assurer que les objectifs sont rencontrés, autant opérationnels que stratégiques, être présent là, faire ta job de gestionnaire à 80%, puis 20% en gestion du changement, leadership, tu vas avoir un impact énorme autant sur l'organisation que sur les employés qui te suivent, que sur toi-même. Ma collègue Mireille, elle disait toujours, tu n'es pas obligé d'avoir ta cape sur toi tout le temps comme leader. La pression est énorme, le rôle de leader. Pourtant, elle ne vient pas toujours dans la gestion du changement. La pression, elle vient de toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire, qu'on devrait être en train de faire. Avez-vous remarqué? Ça, c'est les choses que tu fais le soir puis les fins de semaine comme gestionnaire leader. Puis ici, la pression du bas, là, puis je dis du bas parce que le diagramme est fait comme ça. Qu'est-ce que les employés s'attendent de moi? Bien, c'est d'établir la direction. On s'appelle direction générale parce qu'on a la responsabilité d'établir la direction, apprendre puis les grandes priorités, être clair sur les attentes, rôles et responsabilités, tout ça. Fait que quand les gestionnaires leaders nous rencontrent en coaching ou en formation de certification, puis ils nous disent, j'ai pas le temps de réviser, moi, les descriptions de tâches, puis tout ça. J'ai pas le temps, moi, de rencontrer les employés à toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour les encadrer, pour clarifier, pour coacher. Mais c'est une des expectatives numéro un que les employés ont. Être clair sur la direction, puis être clair sur les attentes. Fait qu'on a-tu vraiment le droit de ne pas avoir le temps pour ça? Parce qu'on s'entend que c'est eux qui font le travail pour nous. Ils font leur travail, mais ils le font pour rencontrer les objectifs pour lesquels nous, comme gestionnaire leader, on est ultimement responsables. C'est une grande priorité. Et ça, pour moi, c'est du management. On n'est même pas en leadership encore. C'est du management. Au quotidien, je m'assure de la réussite de mes employés. Fait que tenir des réunions utiles et engageantes, on en parle un petit peu aujourd'hui de ça, assurer la réussite professionnelle de tous les employés, cultiver la collaboration au sein des individus dans une équipe, tenir les employés sous-performants responsables, imputables. Il y a une attente de votre talent que les fatigants autour de la table vont se le faire dire quand ils sont fatigants. C'est un peu brutal comme expression, mais je l'utilise parce qu'on a tous eu des fatigants dans nos équipes. Puis quand on ne l'adresse pas, le problème, c'est pas le fatigant, c'est le talent qui vont être en train de dire, ben, pourquoi il ne fait rien, Alain, à propos de ça? Puis bien sûr, prendre les meilleures décisions pour le département, pour l'organisation, pour l'équipe. Puis bien sûr, communiquer régulièrement les choses importantes. Puis c'est important ici de souligner dans les sondages et les discussions et les focus groups qu'on a faites, c'était toujours en lien avec régulièrement et les choses importantes. Pas tout sous le ciel, là. Communique-moi ce qui est important. J'en ai assez d'emails. Communique-moi régulièrement pour pas que j'oublie. Ça m'aide à me rappeler que c'est important. Ça va? Vous, là, c'est laquelle des sphères qui vous met le plus de pression actuellement? C'est-tu le CA ou en haut? C'est-tu vous-même qui vous mettez le plus de pression? C'est-tu vos collègues autour de la table de gestion ou c'est les employés qui vous mettent le plus de pression? Allez donc mettre dans le chat, là, qu'est-ce qui vous met le plus de pression actuellement? Chantal qui dit moi-même. Ouais, puis il y a des gens qui vont dire c'est les quatre mélangés ensemble qui font qu'à un moment donné, je ne sais plus où donner de la tête. Parce que je me sens, comme tu disais tout à l'heure, Alain, je me sens tirée d'un côté ou de l'autre. Puis j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, je manque toujours quelque chose. Fait que c'est pas toujours facile de trouver l'équilibre à l'intérieur de tout ça. Mais je pense qu'en communiquant clairement pour mobiliser notre personnel, ça nous amène à trouver
ce standard-là, ou en tout cas cette confiance-là, ou ce bien-être-là à l'intérieur des attentes qu'on peut ressentir. Ah, j'aime ça, Mélinda. Puis je pense qu'en général, ce que tu soulignes, Mélinda, c'est important parce que les employés sous-performants, ça devient un enjeu si on ne les adresse pas assez vite. Puis on a tendance à attendre. Puis Micheline, elle a probablement la plus belle analogie là-dessus parce que c'est une marcheuse puis une coureuse, Micheline, puis elle dit toujours, quand tu as une petite roche dans ton soulier, si tu ne Mm. l'enlèves pas maintenant, hein, ça va te faire une blessure puis ça va te ralentir à long terme. Il faut se rappeler de ça. Merci, Mélanie aussi, qui parle. Chose importante, m'assurer de répondre aux attentes des employés. Yeah. OK, j'avance parce que euh, c'est important ici de toujours être conscient du pourquoi en bout de ligne. Puis nous, ça fait à peu près 12 ans, 13 ans qu'on fait des évaluations en milieu organisationnel sur le climat. Puis c'est un des enjeux, encore un des enjeux principaux, le manque d'encadrement et les communications. Fait que le climat, il est assez élevé lorsque encadrement des employés, coaching et communication est élevé, climat et satisfaction est élevé, mais quand ces deux-là sont bas, les deux autres sont bas aussi. Fait qu'il y a une relation importante entre notre présence sur le terrain pour assurer la réussite des employés, coaching et encadrement, puis l'approche systématique des communications. Puis je pense que c'est là où on a des choses à réfléchir. Commentaire, j'avance, Guylaine. Oui, tout à fait. Là, je m'en viens là, je vais vous envoyer ça, ce diagramme-là, pour que vous puissiez l'amener chez votre tatoueur préféré. Mm. Là, je vous présente un diagramme que tout le monde connaît. Vous êtes probablement tanné de le voir. C'est bien correct avec moi. Je passe à travers rapidement parce que les éléments de clarté sont partout en dynamique organisationnelle. Fait que pour qu'un organisme soit dynamique, ça prend de la clarté en interne, opérationnelle, qu'est-ce qu'on fait, pour qui on le fait, où est-ce qu'on s'en va, pourquoi le faire avec nous, et tous les éléments de qui fait quoi et tout ça. Ça prend de la robustesse, de la clarté, de la simplicité dans cet outil de gestion-là. Je ne parle pas d'outils de com, là, je parle d'outils de gestion. Est-ce que j'ai écrit clairement tous ces éléments-là? Il y a un élément de clarté aussi au niveau des objectifs, de l'ambition SMART de l'organisation. Ces objectifs, ces priorités, qu'elles soient stratégiques ou opérationnelles, incluant nos standards d'excellence, ce sont des éléments de clarté. Et on ajoute à tout ça la clarté top level, conseil d'administration, big picture, cadre stratégique, mission, vision, valeur, priorité, axe ou impératif stratégique, ça rentre là-dedans. Et comment ça fait tenir tout ça ensemble? C'est de se dire que la culture de collaboration, d'amélioration continue et d'imputabilité tiennent ensemble avec trois grands éléments de clarté. Vous les reconnaissez ici. Mission, vision, valeur. Fait que pour ceux qui aiment voir, ça va où dans tout ça, mission, vision, valeur? Tout le monde parle de ça tout le temps. On dirait que c'est dans notre document tablette ou juste sur notre site web, mais on ne le fait pas vivre parce qu'on ne voit pas nécessairement toujours la connexion. Puis la connexion, c'est pour que les humains s'engagent dans l'aspect affaires de l'organisation, il faut que la mission soit réussie. Parce que les gens s'engagent dans votre mission. Quand je dis ils s'engagent, vous le savez autant que nous, surtout de nos jours, les gens, ils viennent chez nous parce qu'ils y croient. Sinon, ils vont aller ailleurs. Je parle des employés, là, ceux qui mettent en œuvre de façon efficace la mission. Puis la vision, ben, c'est quelque chose qui est surveillé, qui est un positionnement futur. Et les valeurs, c'est ce qui nous distingue, pas juste les mots populaires que les gens pensent qu'on devrait utiliser. Fait qu'il y a de la clarté partout qui tient le modèle de dynamique organisationnelle ensemble, autant sur le côté santé, performance que gouvernance. En d'autres mots, là, tout le monde est sur la même page. Tout le monde. Guylaine, commentaire avant que j'avance, là, j'ai hâte d'arriver une diapo qui est la tienne. Prendre un petit break à mon tour. Ça va? S'il y a des Ben, la questions dans le... prochaine, en fait, mais non, je pense que Vas-y. Ah, elle a gelé, je ce que je pense. disais, c'est que je pense.
Vas-y, on t'entend bien, Guylaine. Là, vous m'entendez bien? Oui, vas-y. Parfait. Si jamais il y a des défis, faites-moi signe, puis C'est bon. je vais corriger le tir. Mais ce que j'allais dire, c'est que ce que tu présentes là, c'est tout à fait qu'on a besoin de se souvenir tout au long du webinaire aujourd'hui, mais aussi dans nos opérations au quotidien, dans le sens où, quand on parle de communication, souvent, les organismes se retrouvent avec des capacités restreintes. Puis, le temps est précieux, puis on a tendance à mettre de côté ce avec quoi on est moins à l'aise. Alors que si on priorise les communications, puis là, je vais vraiment avoir l'air de prêcher pour ma paroisse, là, mais si on priorise les communications, ça va venir faciliter tout le travail qu'on a à faire en tant que leader gestionnaire dans la mise en œuvre de tout ce qu'on doit faire en tant qu'organisme. Fait que je trouve ça très, très pertinent, Alain, que tu aies pris le temps de mettre cette table-là puis de rafraîchir la mémoire aux gens parce qu'on entre dans le vif du sujet avec est-ce que mes communications cadrent bien avec la mission, la vision puis les valeurs de l'organisation ou du secteur. Parce que quand on respecte le cadre stratégique de l'organisme, les communications sont naturellement plus authentiques, plus vraies, plus engageantes, plus efficaces aussi quand il est question de mobiliser nos gens. Tu sais, souvenons-nous, on a souvent tendance à l'oublier, mais nos meilleurs ambassadeurs pour faire rayonner notre organisme, pour recruter du personnel, on sait que c'est un défi dans plusieurs secteurs, que ce soit pour se rendre plus visible au sein de nos communautés, ça commence par ce qui se passe à l'intérieur de notre organisme. Nos meilleurs ambassadeurs sont les membres de notre personnel. Mais pour ça, les gens doivent savoir qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Donc, c'est la raison pour laquelle on a besoin que nos messages clés soient clairs à l'interne pour ensuite avoir un impact beaucoup plus élargi dans notre fonctionnement. Donc, tu sais, on en a parlé quand même beaucoup jusqu'à maintenant là, de l'importance d'être très clair par rapport à sa mission, sa vision, les valeurs, puis de les communiquer de façon adéquate au sein de notre organisme, parce que en plus d'avoir un impact direct sur l'engagement du personnel, parce qu'ils vont comprendre leur rôle, leur mission à eux en tant qu'individus, ils vont comprendre le rôle qu'ils jouent au niveau individuel et collectif. Ça va avoir un impact éventuellement sur la façon qu'on est perçu dans la communauté, la façon dans laquelle on peut atteindre nos objectifs de façon où on peut célébrer des succès et tout ça. Donc, tout ça fait en sorte qu'on est en bonne position à la base pour avoir un impact véritable sur le reste de nos activités. Mhm. Puis ce que j'aime dans ce que tu dis, Guylaine, c'est, tu sais, dans la notion aujourd'hui, on veut vraiment qu'on réfléchisse à mon personnel, là. Si on est pour utiliser le mot leader, je vais l'utiliser dans le concept réel de pour qu'ils me suivent, est-ce que je démontre de la cohérence? Puis les statistiques sont un peu comme assez flagrantes, là. 75% des employés ressentent de la frustration envers leur gestionnaire, principalement en raison d'une communication manquant de clarté et de cohérence. Alors, l'importance d'être capable de dire, hey, je vous communique ça parce que c'est en lien avec la mission. Hey, je vous communique ça parce que c'est une des priorités. Hey, on fait ce changement-là parce que c'est en lien avec la vision stratégique où on veut démontrer davantage notre pratique des valeurs. Fait que la notion de cohérence, tu sais, l'expression est-ce que les bottines suivent les babines? Ben, les babines, c'est mission, vision, valeur et les autres éléments de clarté. Et les bottines, c'est est-ce que vous le pratiquez, puis est-ce que vous êtes en train d'en parler tout le temps? Fait que Puis quand c'est on parle de important ce que tu mobilisation, dis. ouais, puis quand on parle de mobilisation, quand la communication rejoint la clarté organisationnelle, donc les messages qu'on transmet sont en lien direct avec notre clarté organisationnelle, tout prend son sens auprès des différentes équipes. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux de comprendre pourquoi ils font les choses, avec quelle intention, puis comment est-ce qu'ils participent à la réussite de l'organisation également. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on va se baser là, pour la suite des choses aujourd'hui. C'est là.
Alors, l'autre concept, puis je pense que je l'ai exprimé souvent en webinaire puis en atelier, mais pour moi, il y a des choses qu'on devrait avoir de tatouées sur le cœur, puis quasiment même sur les bras. Puis sur un bras, c'est mission, vision, valeur. Puis je vais l'imprimer là, je vais le tatouer là pour jamais que je l'oublie, pour que je sois capable de moi-même, lorsque j'ai quelque chose dans les mains, je suis capable de faire le lien avec ce que je suis embauché pour réaliser. Mais sur mon autre bras, là, pour pas que je l'oublie, là, moi, j'appelle ça satisfaction, besoin, tendance. Ça s'appelle, selon moi, une bonne compréhension de mon marché. Ma clientèle et mes parties prenantes principales, est-ce que je comprends bien leurs besoins? Est-ce que je comprends bien leur satisfaction? Est-ce que je comprends les tendances de mon marché pour que je puisse lier mes communications, renchérir sur le pourquoi du quoi je suis en train de communiquer ce qui est là pour soit augmenter, améliorer la satisfaction, répondre davantage à un besoin qu'on fait déjà ou à un nouveau besoin qui a été démontré ou être en avant de la parade sur les tendances pour ne pas se faire piéger dans quelque chose à risque. Puis cette notion, ça nous permet de se dire, quand je communique de quoi, c'est parce que ça supporte mission, vision, valeur et c'est en lien avec satisfaction, besoin, tendance pour y donner de l'importance. C'est important qu'on fasse ça parce qu'on a un taux de satisfaction qui a baissé. Ou, tu sais, notre compétiteur, son taux de satisfaction, il est bas avec ça. Nous, on est bon là-dedans. On va le souligner parce que le taux de satisfaction, ce n'est pas juste en lien avec nous, mais c'est en lien avec le marché qui dessert cette clientèle-là. Il faut bien comprendre notre marché, satisfaction, besoin, tendance, pour pouvoir lier, donner de la richesse à nos communications, autant en interne qu'en externe. Fait qu'en externe, pour soutenir, maintenir une place de choix auprès de notre clientèle et nos parties prenantes, ça, c'est facile. On répond aux besoins, on répond à un taux de niveau de satisfaction et check ça comme un bon qu'on est, on est en avance de la parade, tendance. Mais en interne aussi, puis on l'oublie que parfois, il faut juste venir rappeler aux gens le pourquoi on est là, mais le pour qui on le fait. Fait que ça nous amène à se dire, il y a un lien entre mission, vision, valeur et le pour qui on le fait. Puis quand on communique, si on est capable de faire des liens avec ça, l'importance de mesurer notre performance et, au niveau de répondre aux besoins, au niveau du taux de satisfaction, au niveau d'être en avance ou dans le marché bien à jour, ça va venir euh, mobiliser le personnel autour de être en avance, répondre pleinement aux besoins, puis maintenir un haut taux de satisfaction. Je ne sais pas si tu vas ajouter, Guylaine, mais pour moi, c'est d'être capable de renchérir, supporter la communication du pourquoi, du quoi on fait les choses. Ben, tout à fait. Puis tout à l'heure, tu mentionnais, tu sais, les besoins de la clientèle en tant que telle. Puis on a aussi mentionné un peu plus tôt les différentes parties prenantes avec lesquelles on doit transiger puis avec qui on doit communiquer. Puis pour moi, quand on parle de besoins de la clientèle, quand on parle de communication, la clientèle a aussi un profil qui s'appelle membre du personnel. Donc, quand on parle de clientèle, généralement, on a l'impression que c'est les gens qu'on dessert, alors qu'on a aussi à l'intérieur de cette clientèle-là un groupe qui sont les membres qui nous aident à desservir notre population ou notre communauté ou notre clientèle. Donc, c'est important de s'assurer d'avoir des messages de prêt pour ces gens-là, parce que comme je le disais tout à l'heure, ces gens-là deviennent nos meilleurs ambassadeurs pour faire le travail par la suite. Ils deviennent nos petits soldats, mais ces soldats-là ont besoin de savoir vers où on veut aller, puis comment, puis pourquoi. Donc, je pense que tout ça devient très complémentaire l'un de l'autre, mais un ne va pas sans l'autre. Ah, effectivement, tu as raison. J'aime ça. Euh, et la dernière, puis ça va peut-être vous brusquer, mais c'est correct, j'aime ça vous brasser un petit peu des fois. C'est la notion de dire, est-ce que notre fonctionnement y est cadré? Moi, j'appelle ça l'approche signature de l'organisation. Ça vient boucler mon triangle de tantôt. Mission, vision, valeur, satisfaction, besoin, tendance, opérationnalisation, gabarisation, automatisation de mes processus. Comme ça, c'est clair ce que je m'attends de toute l'équipe en fonction de bien servir la clientèle. Les gens n'aiment pas ça quand j'utilise l'exemple du McDo, mais je vais l'utiliser, l'exemple du McDo.
Parce que chez McDo, ça, ils l'ont maîtrisé. L'approche signature, tu sais exactement ce que tu vas avoir. Tu vas toujours l'avoir pas mal au même niveau de qualité. Et c'est pour ça qu'il y a toujours du monde en ligne au McDo. Peut-être parce qu'on est un peu accro, mais ça, c'est une autre histoire. La Hmm. réalité, c'est que tu as toujours le même produit et tout le monde sait ce qui est attendu d'eux dans la mise en œuvre de la mission de l'organisation et de vous livrer un produit d'une certaine qualité. Je vais dire d'une certaine qualité dans le cas du McDo, mais nous aussi, on a la même expectative. Puis c'est important de dire, nos processus clés sont clairs. Il y a une super bonne lecture là-dessus sur Process, qui est un livre de iOS. Je vais vous partager dans la biographie, dans le courriel de suivi, qui parle de est-ce que vos processus clés de votre département organisation sont opérationnalisés, gabarisés comme ça, tout le monde le fait de la même façon et automatisés lorsque possible pour s'assurer que tout le monde livre à la même hauteur de qualité et que tout le monde puisse prendre des vacances. Comment est-ce qu'on s'assure que lorsque quelqu'un part en vacances, au retour, il n'y a pas la même, il y a pas tout son travail de 2 semaines off à refaire, qui n'est pas vraiment des vacances dans le fond. Fait que notre notion ici, c'est de dire mon approche signature, elle est établie. J'ai des normes et des standards d'excellence, pas juste dans ce que je vise, mais également dans comment les choses sont faites. Alors, transformer les attentes incontournables en processus concrets, prêts à être mis en œuvre, standardiser les processus en créant des modèles, des gabarits, des formulaires, des outils, puis bien sûr, automatiser en utilisant la technologie au max. Puis si on est encore moi, me fais surprendre moi-même qui pense qu'il est bien techno, qu'à quel point des fois des logiciels, je ne vais pas jusqu'au bout avec, et si j'y allais, j'économiserais un autre 20 de temps. Ou au moins, je serais sûr que ce soit fait de la même façon par tout le monde dans l'équipe. Puis je ne le fais pas toujours, mais avec un minimum d'intervention humaine, c'est sûr qu'il y a des processus qui pourraient facilement bien rouler. Surtout avec l'AI de ce temps-là, avec l'IA de ce temps-là. Puis en étant clair sur les attentes-là, quand c'est le temps de mobiliser, tu n'es pas en train de le faire à ta façon comme gestionnaire. Puis ça, c'est le piège, hein? C'est dire, ah, chez nous, on fait ça de même, pas moi, je veux que tu fasses ça de même, qui est deux communications complètement différentes. Moi, je veux que tu fasses ça de même, c'est un caprice du gestionnaire ou c'est toi qui as toujours la solution, versus chez nous, on fait ça comme ça. Puis là, chez nous, on fait ça comme ça, c'est qu'on a une procédure, on a les outils, puis on a les logiciels pour soutenir la façon de l'organisation. Et toi, tu ne peux pas te faire reprocher de on suit les caprices du leader, là. Non, en fait, moi aussi, je suis remplaçable. Guylaine, vas-y Puis, donc, là, je t'ai vu prendre une petite note, tu as fait un clin d'œil. ben, Vas-y. c'est parce que tout ça vient alimenter la réflexion quant à la collaboration, la cohésion de l'équipe. Puis je sais que c'est des termes qui sont beaucoup utilisés chez Discutus parce qu'ils ont leur raison d'être, puis ils font une différence dans l'opérationnalisation, là, mais tu sais, quand nos équipes sont en mesure de travailler ensemble facilement, puis d'éviter le travail en silo, parce que les informations ont été bien communiquées, parce qu'on a des gabarits qui sont en place, parce qu'il y a des automatismes, il y a des attentes qui sont claires et tout ça. Imaginez le temps qu'on peut économiser à essayer d'aligner tout le monde quand ça vient à du travail où on doit travailler en équipe, travailler de façon intersectorielle également dans des organisations plus grandes. Donc, tout ça vient rejoindre les principes qui sont à retenir, je pense, qui découlent de ce qu'on a présenté jusqu'à maintenant, Alain, quand ça vient à la communication qui est le catalyseur de la collaboration. Donc, c'est la pierre angulaire. Si on communique, on est en train de collaborer beaucoup plus facilement, ce qui nous amène à une atteinte de résultats de façon plus rapide, plus efficace. Oui, Il faut se absolument. souvenir aussi que c'est pas parce que c'est dans ta tête, tu sais, toi, ce que tu veux, ce à quoi tu t'attends, que c'est clair pour les autres. Donc, il faut prendre le temps de l'exprimer, de le partager, de l'expliquer également pour s'assurer que tout le monde avance dans le même sens. Tu sais, la fameuse image là, du bateau, puis quand on dit que tout le monde rame du même bord, ben, je pense que c'est important. Mais si la personne devant le bateau, puis mon exemple est peut-être pas bon, mais si la personne qui dirige le bateau sait, elle, où elle veut aller,
mais qu'il n'y a pas personne d'autre dans le bateau qui sait pourquoi il rame, ben ça se peut qu'on prenne des pauses, puis que finalement on bifurque, puis qu'on arrête sur une île, puis qu'on fasse autre chose que ce qu'on est supposé de faire, parce qu'on ne comprend pas vers quoi on s'aligne. Puis, toutes les communications doivent être ancrées dans les éléments de la clarté organisationnelle. Puis ça, je pense que vous l'aviez bien compris parce qu'on vous a quand même fait des liens très, très étroits entre les différents éléments de la clarté organisationnelle, puis l'importance de communiquer ces choses-là, mais aussi d'y revenir quand on développe nos communications. Tu sais, on ne l'a pas dit souvent jusqu'à maintenant, mais les messages clés d'une organisation deviennent un outil prioritaire et Mhm. primordial au bon fonctionnement d'une organisation, que ce soit dans son quotidien, que ce soit en situation de gestion de crise ou que ce soit en ce qu'on appelle plus du marketing en tant que tel. C'est important de savoir ce qu'on a à partager puis à prendre le temps de préparer ces messages-là. Puis j'ai deux statistiques qu'on a trouvées, hein, Guylaine, Oui. en faisant notre recherche. Puis il y en a une, c'est sur le désengagement des employés. Presque 77% des collaborateurs en entreprise déclarent être désengagés, souvent en raison d'une communication inefficace, ce qui affecte bien sûr le bien-être de l'organisation et la performance de l'organisation. Puis ultimement, on ne peut pas juste parler d'un côté sans parler de l'autre. Oui, il y a le mieux-être des employés, la santé organisationnelle, la culture de collaboration, mais quand la performance de l'organisation n'est pas là, on n'a pas les ressources pour nourrir la culture de collaboration. Parce que ça coûte quelque chose. Ça coûte des salaires, ça coûte des augmentations, ça coûte de la formation, ça coûte des outils, ça coûte la cohésion d'équipe. Si la performance n'est pas autant dans la mire, par une bonne communication de qu'est-ce qu'on fait, pour qui on le fait, où est-ce qu'on s'en va, puis pourquoi le faire avec nous, ça tombe en morceaux, cette performance-là. Là, on n'est pas capable de nourrir ce qu'on a besoin pour soutenir cette cohésion-là. Puis le deuxième m'avait vraiment frappé, c'est le manque de directives claires. 57% des employés déclarent ne pas recevoir de directives claires de la part des superviseurs ou des supérieurs, ce qui peut entraîner de la confusion puis de l'inefficacité. C'est un gros chiffre, 57%. C'est un gros Mhm. chiffre à réfléchir. Puis ça serait intéressant de poser la question à votre personnel. Est-ce que les attentes sont claires ou bien selon toi, là, si j'avais à te demander de réviser ta description de tâche, qu'est-ce que tu mettrais dedans? Ou regarde donc ta description de tâche, dis-moi donc quoi d'autre que tu fais. Puis il y a peut-être des choses, il y a sûrement des choses dans ta tête qu'ils ne font pas, que tu penses qu'ils devraient être en train de faire, mais qui ne sont ni dans une de ces deux listes-là. Fait que je pense que exprimer de la clarté autour des attentes, c'est quelque chose qui est vraiment clé pour assurer la réussite du personnel. Merci, Guylaine. Ben, ça me fait plaisir. Fait que dans le chat, qu'est-ce que les employés ont besoin d'entendre pour s'engager selon vous? Fait que je vous invite à aller mettre des éléments dans le clavardage. Selon vous, là, qu'est-ce que les employés ont besoin d'entendre de votre part pour s'engager? Puis je me permets une mini parenthèse ici, Alain, pendant que les gens Vas-y. vont mettre leurs réponses dans le clavardage, là, mais un principe de base pour une bonne communication interne, je vous dirais, c'est assurez-vous d'informer les gens de votre équipe de ce qui va sortir à l'externe. On est souvent en mode réaction, dans le sens où on se sent souvent pressé à communiquer. Puis là, je le dis un peu hors contexte, puis peut-être que ça va revenir dans ce qu'on va vous présenter dans les minutes à venir, mais combien de fois est-ce que ça vous est arrivé d'avoir partagé de l'information avec votre clientèle externe? Puis que vous vous êtes fait reprocher de ne pas avoir avisé les gens qui travaillent au sein de votre organisation d'un changement, d'un besoin, d'une requête, d'une situation, parce qu'on est pressé, puis on a l'impression que les gens à l'interne le savent déjà. Alors qu'on doit s'assurer qu'ils comprennent bien le message. Parce qu'encore là, on revient au concept d'ambassadeur. C'est ces gens-là, c'est vos employés qui vont dans la communauté se faire questionner sur les changements, les situations, les, les requêtes, tout ça. Donc, souvenez-vous de ça, qu'il y a des étapes à franchir, puis on pourrait s'en reparler, on pourrait faire un webinaire complet sur les étapes pour une bonne communication efficace. Mais ici, parce qu'on parle de mobilisation, si vous voulez garder votre personnel engagé à votre cause, puis sentir qu'ils contribuent et qu'ils sont importants à l'organisation, assurez-vous de les informer avant d'informer les autres.
ils sont les premières personnes qui devraient savoir ce qui se passe. Puis, ont besoin d'entendre des messages clairs, sincères et motivants, valoriser leurs compétences. J'aime ça. Amy qui dit remercier pour leur contribution et bon travail, reconnaître les succès, la réussite. Mhm. Mhm. En effet. Oui. Puis ça me fait penser à plein de choses, dans le sens où on a souvent l'impression, comme leader gestionnaire, parce que le temps passe vite, qu'on doit communiquer quand il y a des mauvaises nouvelles à communiquer. Puis c'est Yeah. là que c'est pas le fun de le faire, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas eu la chance d'établir cette relation de confiance-là avec notre personnel. Puis aussitôt qu'on les convoque en rencontre ou on leur fait parvenir un message qui est inhabituel, disons, ben les gens s'attendent au pire à ce moment-là. Puis ensuite, on se demande pourquoi on est perçu comme des porteurs de mauvaises nouvelles. C'est parce qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter pour aussi souligner les bons coups puis reconnaître le travail de chacun. Puis on va vous en Yeah. reparler tout à l'heure. Il y a des stratégies pour pouvoir créer cette ambiance-là qui Oui. est autant positive que négative quand les choses nous le demandent. Puis, je vois des choses dans le chat là, qui me fait vibrer parce que c'est tellement les trois sphères de la dynamique organisationnelle, culture de collabo, culture d'amélioration continue, puis culture d'imputabilité, s'appliquent au quotidien. Fait que même si dans la sphère de gouvernance, il y a culture d'imputabilité, elle doit être présente. Puis au quotidien, lorsque nous, on travaille avec nos clients, ceux qui ont ils ont amené le pendule de trop de performance à trop touchy-feely aspect humain et oublier la performance, ils se sont retrouvés dans le même pétrin que quand ils parlaient juste de performance. Puis l'équilibre qui est à créer ici, à dire, gang, c'est qu'il faut respecter. Puis le dernier webinaire était sur la question, puis je vais vous repartager le lien si vous voulez le voir, sur le contrat qu'on a avec l'employé. C'est un contrat social et un contrat légal. Il faut s'entendre. En échange d'une compensation, toi, tu t'en viens contribuer à la réussite de l'organisation, mais la réussite de l'organisation n'est pas toujours mise en évidence. Puis moi, le chiffre que j'ai fait il y a un an, puis ça a complètement transformé mon équipe, c'est que j'ai décidé de parler de 80 du temps, lorsque je parle de performance, je parle de résultats et seulement 20 du temps, je parle des objectifs. Versus parler des objectifs tout le temps, puis être clair sur les objectifs, puis rappeler les objectifs, je mets les résultats dans leur face. Ça, c'est notre bulletin collectif, gang. Et savez-vous qu'ils sont bien plus durs sur eux autres que moi je le serais quand je parlais juste des objectifs, puis une fois par année, à la fin de l'année, quand il était trop tard, je leur partageais les résultats. Là, je leur partage les résultats tout au long de l'année. Certains résultats financiers, les résultats de satisfaction, les résultats de performance, les résultats d'entrevue après chaque mandat avec les clients. Puis quand on reçoit de la rétroaction qui est négative, si j'ai rien à suggérer, c'est tous eux autres qui veulent le faire. Et quand ils sont focusés là-dessus, c'est drôle, ils ont toute l'énergie qu'il leur faut pour mettre de l'avant les stratégies pour rencontrer les attentes, versus que quand moi je leur dis ce que je m'attends d'eux. Fait que quand Julie écrit les vraies affaires, l'importance de leur rôle dans la réalisation de la mission, je t'embrasserai, Julie. Parce que il y a une différence entre jouer notre rôle de gestionnaire leader et créer une relation de codépendance avec l'employé. Plus tu valorises la personne, plus tu vas devoir la valoriser. Plus tu valorises son travail et sa contribution, plus ils vont être capables de le faire eux-mêmes si au centre de la conversation, c'est les résultats, pas juste les objectifs. Fait que ton tableau des résultats de DG là, que tu veux amener à ton CA, que tu veux te bâtir depuis 5-10 ans, que tu n'as toujours pas fait parce que tu n'as pas le temps, fais-le pour ton personnel à la place. Parce que quand tu communiques les résultats à côté des objectifs, tu as toute une différente dynamique d'équipe. C'est pour ça qu'en tactique, même dans le livre de Patrick Lencioni sur les réunions efficaces, la première chose à regarder, c'est quoi? C'est les résultats. On est où dans nos résultats? Puis quand les résultats ne sont pas rencontrés, l'équipe n'a pas le goût de parler de tous les autres cossins qui veulent discuter en réunion. Ils ont juste le goût de régler l'écart. L'écart entre les attentes, objectifs, et les résultats actuels. Puis ça vient,
le monde penserait que ça vient déshumaniser tout ça, mais ça vient valoriser la contribution, comme Julie l'a souligné, là, Julie Leroux là, dans le chat. Fait il y a un piège dans juste le côté humain, autant qu'il y a un piège dans juste le côté performance. Ça fait que je vous invite à réfléchir à ça, parce que la codépendance sur le côté humain, c'est que ah, ça me fait du bien quand tu me dis que tu m'aimes ou l'affection de une chance que tu es là, Alain, ou une chance que tu es là, Guylaine. Versus hey, Guylaine, quand tu as fait ça, ça a fait bouger l'aiguille sur ces résultats-là. Une chance que tu es là. Pour qu'éventuellement, Guylaine, elle fait juste regarder les résultats, puis elle n'a pas besoin de ma petite tape dans le dos, elle a juste besoin que je sois présent. Puis ça réduit la pression que je peux avoir sur moi. J'avance, Guylaine, là, parce que là, j'ai l'impression que je radote. Puis on savait hein, qu'on pouvait en parler vraiment plus longtemps que le temps qu'on avait alloué au webinaire, là. Mais je vais passer quand même assez rapidement sur les prochains principes ou les différentes composantes d'une communication mobilisante auprès du personnel. Mais je pense qu'il y a des éléments très, très importants là-dedans. Il y a, évidemment, on en a parlé de clarté organisationnelle, mais il y a aussi la clarté du message en tant que tel. Puis là, je ne vous apprends rien, là. C'est des principes de base. Il faut que le message soit simple, concis, sans ambiguïté, donc clair. Puis, les gens veulent facilement comprendre les objectifs, les priorités, les attentes. Puis, vous l'avez mis dans le chat, là, dans le clavardage, ils veulent être encadrés, ils veulent savoir où ils s'en vont. Ils ont besoin d'être rassurés. Mon conseil ici, évitez de tourner autour du pot. Évidemment, faites preuve de tact et de diplomatie, là, surtout quand c'est des discussions un peu moins joyeuses en tant que telles. Mais souvenez-vous de quelque chose que j'ai appris avec le temps, c'est que quand les gens comprennent le pourquoi d'une demande ou d'une tâche ou peu importe, on réussit à éliminer une grande part de réticence ou de contre-courant. Parce que parfois, on arrive avec des nouvelles idées, on explique mal le raisonnement derrière pourquoi on demande à ce qu'il y ait un changement qui soit fait ou une modification ou quoi que ce soit. Puis là, c'est là qu'on sent que les gens sont contre nous, ne veulent pas collaborer, ne veulent pas euh, se, se, se conformer finalement à ce qu'on apporte comme changement. S'ils comprennent pourquoi on leur demande ce changement-là, on vient d'éliminer cette réticence-là en grande partie. Évidemment, il y a toujours des gens qui demeurent un peu sur leur garde, puis à contre-courant un peu, mais ça nous permet à ce moment-là d'atteindre nos objectifs beaucoup plus rapidement parce que les gens comprennent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord, mais ils comprennent pourquoi, puis ils sont beaucoup plus favorables à contribuer positivement à l'objectif qu'on a fixé. Je vous amène au concept maintenant de transparence, un mot très à la mode, on l'entend partout, en politique, en gestion, peu importe. Les employés s'attendent à recevoir des informations qui sont honnêtes, même s'il s'agit des nouvelles qui sont plus difficiles. Puis, ils veulent avoir une vision globale de ce qui se passe dans l'organisation. Ils veulent être au courant, finalement, de ce qui se passe chez vous. Attention, par contre, quand on parle de transparence, là, mon meilleur conseil, c'est que ça ne veut pas nécessairement dire de tout dire, hein? Chaque chose en son temps. Ça veut dire de partager les informations pertinentes au bon moment, aux bonnes personnes. Ça ne veut pas nécessairement dire de tout communiquer parce que souvent, il reste des incertitudes, il y a des éléments qui ne peuvent pas être partagés pour des raisons X, Y, Z. Ce qu'on veut dire, c'est que ça peut être transparent, même si vous dites, on n'est pas en mesure de vous partager toutes les informations en ce moment, mais dès que ça va être possible de le faire, on va vous revenir avec plus de détails. Mais voici ce qu'on peut vous dire maintenant. Si vous avez des questions, si vous êtes inquiet, venez nous voir. Fait que le concept de transparence, on le présente souvent comme celui d'ouvrir son sac, ouvrir son jeu. Tu sais, une game de poker, mettre toutes ses cartes vers le haut pour que tout le monde puisse voir notre jeu, alors que en communication, la transparence, c'est de pouvoir bien doser et calculer l'information qu'on donne. Pas parce qu'on veut cacher des choses, juste parce qu'on ne veut pas créer d'attente, on ne veut pas créer d'inquiétude, puis on ne veut surtout pas créer un sentiment de panique ou peu importe là, au sein d'un groupe ciblé. Puis ça, c'est vrai autant à l'interne qu'à l'externe. C'est un principe qui s'applique dans toutes les circonstances. Puis, il faut ajouter à toutes les DG dans la salle, la loi sur les OSBL est claire partout au pays.
Les DG sont des officiers de l'organisation et ils ont les mêmes responsabilités fiduciaires que les administratrices, administrateurs. Donc, vous avez le même devoir de diligence raisonnable que les administratrices, administrateurs au sein du conseil. Ce qui veut dire que la transparence ne doit pas être au détriment de la diligence. Fait que Mhm, si votre transparence met à risque l'organisation, c'est pas de la transparence parce elle va à l'encontre d'un cadre législatif qui dit ben, la première chose qu'on doit faire, c'est diriger, oui, l'organisation, mais la protéger aussi. Fait que parfois, en ouvrant notre jeu, il est presque impossible de gagner, d'avoir le gain pour lequel on travaille, que ce soit un gain social ou pas. La réalité, c'est que la transparence peut être au détriment de la diligence. Puis quand mhm. on dit tout en gestion de risque, on va se faire taper sur les doigts. Puis on peut aller trop loin en gestion de risque, mais il y a un niveau raisonnable également. Fait que soyons prudents aussi. Dans les derniers mois, j'ai travaillé avec des organismes aussi où ce que j'entendais des membres du personnel, c'était qu'ils sentaient que parfois, par souci de transparence, ils recevaient trop d'informations. Puis, dans l'information qu'ils recevaient, il y avait tellement de peut-être ou de points d'interrogation ou d'éléments non confirmés que là, il y avait des employés qui se créaient des attentes, puis ensuite étaient déçus. Donc là, on est en train de créer un désengagement parce que tu m'as promis ça, même si ce n'était pas une promesse, l'intention, mais tu m'as promis ça, j'ai pas ça. Donc moi, je me retire un peu ou je te crois plus. Fait qu'il y a une perte de crédibilité à l'intérieur de ça quand on veut être trop transparent. Donc, soyez très vigilants quand ça vient à ça. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu as apporté, Alain. La transparence versus la diligence, ça peut devenir un élément qui est dangereux si c'est mal géré en tant que tel. Je parlais de pertinence aussi par rapport à l'information qui est partagée. Les bonnes informations qui sont transmises doivent être pertinentes au rôle et au travail au quotidien des individus avec qui vous communiquez l'information. Puis, trop d'informations inutiles va créer forcément de la confusion ou une surcharge d'informations. Tu sais, quand on reçoit de l'information puis on ne sait pas quoi faire avec parce qu'on sent que c'est pas à nous d'avoir cette information-là. Est-ce qu'il y a une attente de rattacher à ça? Est-ce que je dois faire quelque chose avec ça? On entend souvent dire les gens en milieu de travail, pourquoi on est en train de me partager ça? Pourquoi on me dit ça? Je fais quoi avec ça? Il faut savoir identifier les bons publics cibles. On en a parlé tout à l'heure. Tu sais, on disait partager l'information à l'interne avant d'aller à l'externe pour avoir leur témoigner de l'importance qu'ils ont au sein de l'organisation, puis s'assurer qu'ils puissent ensuite partager les mêmes messages que vous. Mais souvenez-vous que les messages peuvent aussi être différents d'un groupe à l'autre au sein de l'organisation, selon leur pertinence. Donc, vous pouvez émettre un message global, mais il y a peut-être des précisions qui vont être par rapport à une équipe précise parce que ça concerne leur secteur d'activité. C'est eux qui vont être impactés sur l'ajout d'une subvention ou le retrait d'un financement. Donc, donnez l'heure juste aux bonnes personnes, partagez l'information, mais assurez-vous de le faire de façon adéquate quant à la quantité puis à la fréquence également de ces informations-là. Puis, tout est dans tout, hein, parce que justement, on parle de fréquence adéquate quand les employés attendent une communication régulière sans trop être fréquente ou insuffisante. Donc, avoir des choses à dire quand on le fait, ça, c'est super important, de ne pas juste communiquer parce qu'on doit communiquer, mais bien communiquer parce qu'on a quelque chose à dire. Ça permet aux gens de rester alignés sans être submergés. Puis le mot d'ordre de la communication interne, c'est la constance. On a parfois des bonnes intentions, surtout en début d'année comme là, où on se dit, moi, cette année, là, je vais travailler là-dessus, puis je vais communiquer de façon plus fréquente avec mon personnel pour les tenir au courant, puis faire preuve de transparence, de diligence, de pertinence. On crée des habitudes, puis finalement, on se rend compte que cette habitude-là est physiquement impossible à maintenir pour des raisons X, Y, Z, parce qu'il y a des facteurs qui viennent influencer tout ça. Donc, créer des habitudes pour générer et entretenir une confiance organisationnelle parce que, tu sais, le verdict qui dit pas de nouvelles, bonne nouvelle, ça peut être vrai, mais ça peut aussi créer un sentiment d'abandon chez des gens qui sont habitués d'avoir des nouvelles puis que tout à coup, n'en reçoivent plus. Ça peut devenir inquiétant. Donc, la fréquence égale
la constance également. Donc, assurez-vous d'entrer dans un format de communication qui va être soutenable en bout de ligne. Puis l'écoute et la rétroaction. Parce que là, on est beaucoup en train de vous parler de messages à transmettre, mais en tant que leader gestionnaire, pour être capable de communiquer les bonnes informations, puis de créer cette fréquence-là, puis d'identifier qu'est-ce qui est pertinent pour les gens, on a besoin que ce soit bilatéral ou pluridirectionnel dans le sens où les employés, oui, on l'a vu tout à l'heure dans les expectatives de leadership, mais les employés veulent être écoutés puis avoir l'occasion de poser des questions aussi ou de partager des idées. Fait que c'est important d'avoir des mécanismes clairs pour leur permettre d'interagir puis de partager aussi ce qu'eux ont à vous communiquer. C'est souvent des pratiques qui sont super appréciées, pas toujours très utilisées, mais le fait que ce soit présent, puis que ce soit une option, ça devient très mobilisateur pour les membres du personnel, que ce soit des boîtes à suggestions qui sont un format un peu plus ancien, si on veut. Là, on voit peu maintenant des gens qui vont mettre des commentaires sur des papiers et les mettre dans une boîte à l'entrée, mais c'est quand même une façon de garder un certain anonymat puis qui fonctionne bien dans plusieurs organisations. Les sondages, évidemment, que ce soit satisfaction du personnel ou autre, puis les réunions ouvertes, donc d'avoir des occasions où on rencontre notre personnel pour avoir une discussion, où on va chercher leur rétroaction. Ça, c'est aussi bien perçu, évidemment. Puis parfois, ça génère des réflexions ou des discussions au sein des équipes également, puis on est en mesure de faire avancer l'organisation, puis de s'impliquer différemment dans l'organisationnel. Je continue, Alain? On continue. Les employés s'attendent aussi à ce que les informations qui leur sont partagées soient accessibles. Donc, assurez-vous d'avoir des plateformes qui existent où les gens savent où aller chercher l'information. Donc, quand on parle d'accessibilité, que ce soit l'intranet, que ce soit avec un Google ou un SharePoint si vous êtes Microsoft, le courriel également, les plateformes de collaboration, les OneNote. Vous allez deviner là, que je suis très Microsoft là, dans mon fonctionnement, mais il y a plein d'outils dans peu importe la plateforme que vous utilisez à l'interne qui vous permettent de faire ces échanges-là. Ce qui est important ici, c'est que les gens comprennent bien l'utilité de chacun de ces outils-là qui leur permet d'aller chercher l'information, puis jusqu'à quel point il y a un niveau de collaboration aussi qui est nécessaire dans l'utilisation ou dans l'accès aux informations que vous partagez. Puis on en a parlé tout à l'heure, puis vous l'avez mentionné aussi dans le clavardage. Il est important pour avoir une bonne communication interne, une communication interne qui est efficace, d'inclure la reconnaissance des efforts et des réussites. Nos histoires à succès, c'est important de se les partager. Ça vient contribuer au sentiment d'appartenance, à l'envie de continuer de contribuer parce qu'on est reconnu. Vous allez dire, c'est pas tous les styles de personnalité qui aiment être reconnus, mais je pense que dans l'ensemble, au niveau organisationnel, qu'on puisse prendre le temps de s'arrêter et de se partager des bonnes nouvelles, ça va dédramatiser les communications internes, puis ça va leur donner un sens beaucoup plus humain, puis ça va venir appuyer ce qu'on parlait tout à l'heure par rapport à l'écoute et la rétroaction du personnel, parce que les gens vont se sentir en confiance, vont sentir qu'ils ont un rôle à jouer au sein de l'organisation. Donc, ça vient favoriser tout ça, bien évidemment. La cohérence. On l'a dit tout à l'heure, l'expression les babines suivent les bottines ou les bottines suivent les babines. Moi, j'aime beaucoup le dire dans les deux sens parce que j'ai l'impression que c'est un cercle. On ne peut pas faire un sans l'autre. C'est vrai qu'il faut passer à l'action par rapport à ce qu'on dit ou ce qu'on demande, mais il faut aussi être capable de demander ce qu'on veut comme action. Donc, pour moi, là, c'est circulaire, cette expression-là. On en a parlé tout à l'heure, mais 67 des collaborateurs en entreprise qui disent être désengagés parce que ils sentent qu'il y a une communication inefficace, ce qui affecte leur bien-être, leur performance de l'entreprise également. Donc, c'est important que les messages de la direction puis de la gestion soient cohérents avec les actions de l'organisation, puis qu'une communication doit être claire et unidirectionnelle. Donc, les messages doivent être les mêmes peu importe le niveau hiérarchique de l'entreprise.
Puis là, je dois sonner contradictoire parce que tout à l'heure, je disais c'est important de cibler les messages d'après les différents groupes. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est quand on transmet un message au niveau de l'organisation, c'est important que le message soit le même, surtout si on parle de communication en cascade, là, un principe qu'on aime encourager, mais il faut s'assurer que tout le monde comprenne bien le message avant de pouvoir le partager aux membres de leurs équipes respectives, parce que sinon, on est en train de nuire à la confiance, puis on donne l'impression d'être désorganisé, puis on perd notre crédibilité en tant que haute gestion. Donc, prenez le temps de réfléchir à ces messages-là, puis de vous assurer de bien les comprendre avant de pouvoir partager les messages avec les membres de vos équipes respectives. Excellent. Alors, on saute dans le pratico-pratique, gang. Puis, je regarde l'heure, puis je le sais, Guylaine et moi, on est des jaseuses, mais on voulait vraiment vous donner le contexte pour pouvoir faire les 2 prochaines pratiques. Ça prend les éléments qu'on vous a présentés avant. Sinon, vous allez toutes les inventer de toutes pièces, puis on ne pense pas que c'est nécessaire. Allons-y directement. Guylaine, ça, je pense que c'est ton préféré, mais je te laisse courir avec ça. C'est que tantôt, on parlait de travail supplémentaire quand on doit communiquer avec les membres de nos équipes. Il y a des outils qui existent, puis on parlait de gabarisation tout à l'heure, là, mais le protocole de communication et de collaboration, parce que Alain et moi, on s'est entendus chez Discutus, c'est déjà une façon d'appeler les choses, là, de jumeler un et l'autre, communication et collaboration, mais c'est aussi un outil qui nous permet de standardiser nos attentes, puis de clarifier qu'est-ce qui est acceptable ou pas au sein de l'organisation. Fait qu'évidemment, il y a la structure des réunions. On sait, là, on a l'impression d'être des réunionneurs professionnels parce qu'on semble toujours être en réunion puis de ne pas pouvoir faire avancer des choses, puis ensuite de ne pas savoir comment communiquer parce qu'on est pressé. Mais assurez-vous d'inclure dans vos ordres du jour de rencontre des questions très, très fondamentales. Donc, finissez vos réunions avec qu'est-ce qu'on doit communiquer à qui. Finir les rencontres avec qui fait quoi, donc qui joue quel rôle dans la suite des choses. N'utilisez pas les réunions comme des plateformes de communication parce que dans les réunions, c'est très verbal. Donc, assurez-vous que les réunions soient documentées puis qu'il y ait un lieu où on peut retourner voir les notes. Ça va faire plaisir aux gens qui manquent des réunions, qui doivent s'absenter pour un court laps de temps pendant la rencontre, peut-être des gens qui sont en congé ou quoi que ce soit quand ils reviennent. Ils sauvent beaucoup de temps à pouvoir aller lire les notes. Ça doit être bien documenté puis ça doit être bien archivé. Puis, assurez-vous qu'en réunion, tous les sujets touchent tous les participants. Ça, c'est le meilleur moyen de garder votre monde engagé. S'il y a des sujets qui ne me concernent pas, c'est là que je vais commencer à faire du courriel, que je vais commencer à être distraite, que je vais avoir envie d'aller à la salle de toilette. Donc, assurez-vous que les sujets dans vos rencontres avec les gens qui sont autour de la table soient pertinents pour tout le monde. Utilisez les outils qui existent, mais surtout clarifier quels outils sont importants, quels outils sont approuvés et quels outils sont utilisés quand ou comment. Donc, que ce soit le calendrier pour des demandes de rencontres, que ce soit le chat, que ce soit le courriel ou tous les autres outils que vous pouvez utiliser selon vos réalités organisationnelles. Là, je sais qu'il y a des plateformes, que vous soyez un organisme de santé, que vous soyez un conseil scolaire ou quoi que ce soit. Tous les outils doivent être utilisés selon le contexte et le statut de la communication. Puis votre protocole de communication, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir confirmer tout ça. Il va venir officialiser les décisions que vous allez avoir prises comme équipe de gestion quant à qu'est-ce qu'on utilise quand, comment, puis de quelle façon. Puis un bel exemple de ça, c'est ici, en fait, c'est un élément du protocole de communication et de collaboration qui avait été développé à l'époque où j'étais dans un conseil scolaire. On s'était rendu compte qu'une des problématiques pour l'équipe de la haute gestion, c'était de se trouver des temps de rencontre individuels pour pouvoir discuter des sujets qui ne se discutaient pas en réunion d'équipe à grand groupe parce que ça impliquait pas tout le monde. Puis, on a établi une échelle d'urgence, finalement. Donc, tout ce qui tombait dans le groupe 1, 2, 3 et 4, allant de urgent à pas urgent du tout. Puis ensuite, on avait établi le nombre de minutes qu'on avait besoin pour pouvoir discuter de cet item-là. Puis le problème qu'on avait, c'était de trouver des temps de rencontre dans nos calendriers respectifs.
ça pouvait aller à des semaines avant de pouvoir se parler d'un sujet qui, moi, me demandait une certaine urgence dans la réalisation. Donc, on avait établi qu'est-ce qui était acceptable pour le groupe, puis on s'en tenait redevable et on se permettait de se responsabiliser par rapport à ça. Donc, si moi, disons, j'envoyais un message à Alain, puis je lui disais, j'ai besoin qu'on se rencontre à ce sujet-là, c'est urgent pour moi, es-tu disponible? Ça va prendre moins de 15 minutes, as-tu du temps aujourd'hui? Ou ça va me prendre de 15 à 30 minutes, c'est pas urgent, mais j'ai vraiment besoin qu'on s'en parle quand même. Est-ce que dans les prochains 3 semaines, tu es en mesure de me trouver, ou dans les prochains 2 semaines de travail, tu es en mesure de me trouver du temps pour qu'on puisse s'en parler? Donc, ça, là, c'est venu régler beaucoup de conflits au niveau de l'équipe parce que on s'était entendu sur ce qui était acceptable ou pas. C'est exactement ce que le protocole de communication fait au sein de l'organisation. Une fois que vous avez le gabarit, que vous mettez les éléments qui s'appliquent à votre organisation à l'intérieur de ça, c'est documenté. Il y a des gens qui quittent, il y a des gens qui arrivent. C'est clair quelles sont les attentes, quels sont les outils à utiliser, qu'est-ce qu'on fait, quand, puis qui fait quoi à l'intérieur de tout ça. J'aime J'oublie ça. quelque chose, Alain? Ben, non, mais ce que j'ai mis à l'écran, tu as vu que ça a bougé un peu. Je suis allé chercher le protocole de collaboration avec un contexte. Je vais le gabariser, je vais l'envoyer pour que vous puissiez l'utiliser, mais tout est là. Les principes Mhm, d'efficacité en lien avec le courriel au niveau de l'objet. Tu sais, on n'est pas. On tombe souvent dans ces pièges-là. Ah, je vais envoyer un petit courriel, mais je ne mets rien dans l'objet. Puis après ça, je me demande pourquoi les gens ne lisent pas mes courriels. Oui, mais je n'ai pas écrit action requise ou pour ton information seulement, ou j'ai juste mis un petit message cute dans l'objet, ou ça me prend 10 lignes pour dire quelque chose qui devrait prendre une ligne. Même chose avec l'utilisation du téléphone, du calendrier, communication en général, par texto. Tout est là. Et tout ça pourrait éventuellement faire l'objet d'une section dans le manuel de l'employé. Même chose au niveau des délais. Puis moi, mon préféré, je vais vous dire honnêtement, moi, j'estime que le deuxième outil de communication le plus utilisé en milieu de travail, c'est le calendrier. Puis combien de fois mhm, vous arrivez dans votre propre calendrier, puis vous regardez votre calendrier, puis vous dites, Coudon, c'est quoi cette rencontre-là? Ben oui, c'est juste écrit Guylaine et Alain. C'est pas écrit séance de travail ou séance de planification ou rencontre post-mortem. Fait que le calendrier, quand tu le regardes, il ne te communique pas vraiment ce qui se passe. Fait que dans l'utilisation du calendrier, ça devrait être une règle d'or. On ne met pas qui est dans la rencontre dans le sujet du calendrier. On met c'est quoi la rencontre. Le qui est dans les invités de toute façon. Puis la dernière stats que j'ai vue, puis là, j'y vais de mémoire, gang, là, citez-moi pas là-dessus, mais c'était 92% des activités dans les calendriers en milieu corporatif n'incluaient pas de description de ce qu'elle allait discuter dans la rencontre. Fait que mhm. communiquer pour mobiliser, c'est pas juste qu'est-ce que tu as mis dans un email puis qu'est-ce que tu dis en réunion, c'est d'être capable d'être clair sur l'ensemble de ce que les gens font au quotidien. Fait que même dans des principes d'efficacité au niveau de l'utilisation du calendrier, on devrait bannir les Alain et Guylaine ou Carole et Alain. Ça devrait être rencontre de planification. Ah ben là, je le sais, là, je m'en vais voir Carole, puis on va planifier la semaine versus juste deux noms qui me disent rien puis je l'ai juste booké vite fait sans mettre les détails. C'est dans 3 semaines. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'arrive des fois. J'arrive à une rencontre, puis je commence la rencontre en disant de quoi qu'on parle aujourd'hui, là? Ben, ça, moi, comme gestionnaire leader, il faut que je sois un modèle en lien avec l'utilisation du calendrier, puis je vais même aller le mettre dans un outil. Euh, Alain, avançons, si tu me permets, là, je regarde l'heure là, à 16. oui. Vas-y donc, Guylaine. Ben, je vais me permettre une mini parenthèse parce que Martin, dans le clavardage, apporte un point super intéressant parce que dans les outils, on parlait entre autres d'utiliser le chat, là, des différentes plateformes qu'on peut utiliser en milieu de travail. Puis il dit que parfois, ça peut être un peu pervers ou ça peut être un couteau à double tranchant parce qu'on ne peut pas toujours distinguer ce qui est du sarcasme ou ce qui est de l'humour, puis ça peut être mal interprété. Entièrement d'accord. Puis dans le Oui. modèle que Alain vous a présenté là, il y a quelques secondes, puis qui va vous partager de ce que j'ai compris, euh, le chat est souvent utilisé pour des communications euh, Informel. informelles. Informelles. Donc, disons,
j'ai une rencontre de prévue avec Alain, je vais être en retard 5 minutes. Alain, donne-moi 5 minutes, j'arrive. Ou, OK, on a prévu un lunch d'équipe, le dîner est arrivé, gang. Tu sais, des choses comme celle-là, ça fonctionne. Mais effectivement, si on a des choses plus sérieuses où on veut s'assurer que l'interprétation est bonne, le courriel est probablement préférable parce qu'on a plus de temps pour élaborer. Il y a un contexte qui peut être mis en place parce que tout ça. Mais aussi, l'autre mini-parenthèse à l'intérieur de ma mini-parenthèse, c'est faites preuve de jugement également, dans le sens où quand il y a des échanges courriels, puis je pense que c'est dans le protocole aussi, je vais de mémoire, là, mais quand il y a un échange de courriels, si on commence à s'échanger trop de courriels, moi je dis 2 échanges courriels pour un sujet, peut-être qu'on a besoin de se parler de vive voix. Fait que trouvons un temps pour se rencontrer selon le code d'urgence qu'on a identifié dans notre protocole de 1 à 4, puis le nombre de temps que ça va nous prendre pour en parler. On perd tellement de temps à essayer de démystifier des messages qu'on reçoit, puis essayer de comprendre, puis de mal interpréter, puis ensuite on est en train de gérer des conflits plutôt que de gérer une situation ou un dossier en tant que tel. Donc, gardez tout ça en tête, puis je sais qu'on vous bombarde plein de choses parce que c'est vraiment trop passionnant tout ça. Mais c'est surtout tellement important. Fait que oui, par souci du temps, je saute tout de suite au message régulier. Puis là, on parle d'une infolettre interne, puis vous pouvez y donner le sens que vous voulez. Ça peut être le format que vous Excuse-moi. voulez. Hélène, Oui, je vais t'interrompre, je m'excuse parce que j'ai fait une erreur dans la diapo. Fait que ça, c'est OK? vraiment la notion de bien planifier le message régulier. Le titre, c'est le mauvais titre. Fait qu'on parle du calendrier. euh, Dans le fond, là, puis je regarde Sébastien pour le fun parce que je le sais qu'il est là. Tu sais, on aime nos checklists, hein? Ben moi, je vous dirais, faites-vous un tableau sur 12 mois de toutes les communications que vous pensez que vous devriez envoyer, ne- incluant l'infolettre ou la communication de la direction générale, puis j'ai un gabarit à vous présenter également. La deuxième chose, quand on parlait d'écoute, si tu me permets, je vais creuser Oui, là-dedans, oui. Guylaine, pour qu'on saute dans l'outil après. C'est la notion d'écoute organisationnelle, là, de ce qui devrait vraiment pousser tes communications. Oui, c'est la clarté, mais c'est également le loop de feedback qu'on apprend tous en communication de base. Oui, on communique, mais c'est notre responsabilité de s'assurer que la communication se rend. Comment on fait ça? Avec le loop de feedback qui nous dit, oui, les gens nous ont entendus. Mais ça, c'est de pratiquer l'écoute active. Tes rencontres d'encadrement, 1 sur 1 avec tes employés, c'est probablement la meilleure place. On devrait être en train de poser des questions, puis comment ça va? On devrait être en train de valider est-ce que ce que j'ai communiqué est clair, juste en posant des questions simples sans le demander directement comme ça. Rencontre stratégique, séance de travail, on va soyez présents. Écoutez, regardez le body language des gens. Assurez-vous de voir si les gens ils ont plein de plis dans le front quand on est en train de parler de priorité, c'est parce qu'il y a un problème de communication. On n'est pas en train de... Ça passe pas. Fait que vous devriez être à l'écoute constamment. Sondage du personnel, satisfaction et engagement ont toujours des questions en lien avec les coms, les groupes de travail, boîte de commentaires, présence sur le terrain. Puis je sais que c'est plus difficile de nos jours. Il faut trouver des moyens. Il faut trouver des moyens d'être présent sur le terrain, quasiment comme si on était dans des bureaux. J'arrête ça là parce que ça, vous connaissez ça assez bien. L'impact d'une bonne communication, ben, la cohésion d'équipe va être améliorée parce qu'il va y avoir une meilleure collabo, réduction euh, des malentendus. Il va y avoir un engagement accru. Confiance va être renforcée au niveau de est-ce qu'on vous fait confiance par rapport à l'information qui est partagée, réduction du stress puis de l'incertitude, puis il va y avoir également une performance accrue. Comme vous le savez, je vous partage toutes les diapos, là, tous les détails sont là. Puis, je continue avec l'impact. Sentiment de reconnaissance, créativité et innovation, où on va laisser l'espace où les gens peuvent proposer des idées, peuvent parler d'amélioration continue parce qu'on communique les résultats systématiquement. Hein? Pourquoi les gens parlent d'innovation? Souvent, là, quand ça va bien, puis on parle d'innovation, c'est parce qu'on n'a pas communiqué les résultats. On va innover quand ça va mal. Quand ça va bien, ça peut-tu nous permettre de focuser sur les choses où ça va mal? Fait que toute cette notion de communiquer, résultats, priorités et tout ça, va nous aider à créer l'espace pour que les gens puissent maintenir l'amélioration continue ou carrément innover lorsqu'on a besoin. Meilleure gestion du changement.
Parce que plus on communique au quotidien, moins quand c'est le temps de changer quelque chose, ça va faire mal. Puis Micheline en parle tout le temps dans ce temps-là. C'est la notion de Stephen Covey, le Emotional Bank Account. Si tu Mhm. communiques constamment, puis tu es présent, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Quand c'est le temps de prendre ou demander de changer, c'est beaucoup plus facile que juste communiquer quand ça va mal. Parce que l'enjeu, c'est qu'on est très bon à communiquer quand ça va mal. Crise, on communique bien. Pas de crise, on communique mal. Si tu veux que ça soit facile en crise, communique bien constamment. Puis bien sûr, on va avoir une culture organisationnelle qui est saine. Fait que là, je veux juste vous partager rapidement, parce que je pense qu'on n'aura pas beaucoup de chances de tomber dans les astuces, là, mais je voulais vous amener ceci, là. Je vais vous partager un gabarit que j'ai commencé il y a une couple de mois, mais que je veux vous amener ici. On l'avait développé avec une formation en gouvernance, mais c'est vraiment un modèle de... Puis moi, je le recommande, je l'ai pratiqué pendant des années. C'est l'infolette de la direction générale ou de l'équipe de gestion. Puis s'il y a une action requise, ben, on le met, puis on invite les gens à tout simplement dans l'équipe de gestion ou toi comme DG, de juste aller ajouter des points de forme. Puis moi, il était juste en point de forme comme ça et l'impact là, que ça avait sur l'équipe était énorme. Puis ici, là, c'est juste un modèle pour un organisme bidon qu'on a créé, mais mise à jour des priorités stratégiques, suivi des résultats clés, prochaines étapes et grosses échéances qu'on a dans l'organisation, point de vigilance ou risque à superviser, à surveiller, à ne pas oublier, satisfaction des parties prenantes, appréciation et reconnaissance, rappel et information générale. On touche tous les points que Guylaine nous a apportés ici. Puis bien sûr, si le call to action est assez engageant, les gens vont nous donner de la rétro. Fait que, tu sais, il y en a qui disent, ben là, j'ai pas le temps de répondre à des infolettes, moi là. Moi, je peux vous dire, gang, les meilleurs courriels que je lis, c'est ceux de mes envois de 2 000 à 3 000 courriels. Quand les gens ils me répondent, je réponds. Mais cette information-là, quand ils prennent le temps de répondre, c'est parce que je devrais être en train d'écouter. Alain, il y a une faute dans ta com. Ou Alain, on a peut-être oublié ceci. Quand les gens prennent le temps de répondre, c'est parce que c'est important. Mais moi, en général, l'infolette, je recevais presque pas de réponse. Mais quand j'en recevais, c'était parce que c'était quelque chose d'important. Ça créait cette communication-là. Fait que Viviane, je vais partager tous ces gabarits-là avec vous, mais je voulais juste vous le montrer. Et dans le diaporama, là, parce que là, on frôle le midi 25 déjà, Oui, on vous a également préparé des pièges et astuces. Alors, si on y allait, Guylaine, juste avec le titre, ça te conviendrait-tu? tout à fait. Le premier, c'est le mien. Traiter les réunions comme un outil de com, pour moi, c'est un piège. Puis, il ne faudrait pas que le monde se promène dans votre organisation et qu'il dise, j'ai survécu une réunion qui aurait pu être un courriel. Les gens veulent des réunions qui sont engageantes. Assurez-vous qu'elles sont engageantes. Puis comment, c'est pas à propos de vous. Tombez tout de suite dans les résultats, tombez tout de suite dans la séance de travail. Les autres choses, communiquez-les par d'autres moyens. Ça va aussi respecter les absents. Le deuxième, c'est communiquer seulement quand ça va mal. J'en ai parlé tantôt. Traitez-le comme le Emotional Bank Account de Covey, de si tu donnes, tu donnes, tu donnes, quand c'est le temps de prendre ou quand c'est plus difficile, ça va toujours mieux passer. Fait que ça te permet de faire ça. L'autre, Guylaine, Ah, ça, c'est le mien, ça. C'est celui que j'ai envie de me tatouer. Assurez-vous quand vous communiquez que vos messages sont préparés et encadrez les communications au sein de votre organisme. Donc, ce qu'on veut dire ici, c'est on entend souvent des gens qui disent ah moi je vais juste j'ai pas besoin de discours, j'ai pas besoin de me préparer, j'ai pas besoin de messages clés, je sais ce que j'ai à dire. C'est votre pire ennemi. Votre confiance dans des situations comme celle-là, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, devient votre pire ennemi. Préparez vos messages, assurez-vous d'avoir tout inclus à l'intérieur de ça. Puis ensuite, assurez-vous que si vous avez besoin que des gens de votre équipe puissent vous aider à partager ce message-là, qu'ils comprennent l'intention véritable du message. Il n'y a rien de mieux qu'une improvisation rédigée. comme ça. Puis je pense que ça fait le lien avec le point. En rencontre, on peut-tu développer le réflexe? Qu'est-ce qu'on doit dire à qui là? Puis qui va le Oui, dire? Puis les communications en cascade, vous le savez que ça peut être un piège quand on dit OK, dites tout ça à votre équipe, là.
Si c'est pas cadré, ça sera pas tout communiqué de la même façon. J'ai pas besoin de vous parler du jeu du téléphone. Comment? Juste d'une personne à l'autre, ça peut tout changer. Le dernier, c'est miser sur le cute versus le clair. Moi, je sais pas si c'est par paresse ou tout simplement qu'avec le temps, j'ai réalisé que j'avais autant d'impact avec ma liste à boulet, à numéroter dans mes communications avec le personnel que quand j'écrivais des beaux paragraphes tout cute. En fait, je pense que si on regarde nos statistiques dans les outils de courriel de masse, les courriels plus concis, qui n'ont pas plus que 2 lignes par paragraphe, sont plus ouverts et les call to action sont cliqués plus souvent. Puis là, je parle d'un taux d'ouverture de 60, 50, 45%. Fait qu'il y a une notion à retenir ici, puis de toute façon, pour vous autres qui n'avez jamais le temps, c'est bien plus facile d'écrire comme ça. Pas besoin de trop vous casser la tête. Puis avec les outils qui sont disponibles actuellement, il n'y en a presque plus d'excuses. Tu mets 3, 4 points dans le chat GPT et tu lui dis dans quelle liste que tu veux que ça te crée. Puis ça va t'en créer un message hebdomadaire juste en écrivant ce qui s'est passé dans ta semaine et en partageant les activités de l'organisation. Fait que ça peut vraiment bien passer. Puis le Ça dernier, venait. Oui, exact. C'est ce que j'allais dire. C'est justement ça, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la rédaction de messages. Ça peut être un outil génial, mais il y a des risques de rattacher à ça. Vous pouvez perdre l'aspect humain, hein? Vous perdez, il y a des termes qui ne sont pas communs à ce que vous êtes. Ramenez-vous à tout à l'heure, mission, vision, valeur, vous assurez que ce soit en lien avec qui vous êtes. Euh, Vous voulez surtout pas avoir l'air de quelqu'un qui s'est débarrassé de sa job qui est très importante pour les gens de son équipe en tant que tel. Si vous le faites correctement, vous utilisez l'outil comme il faut, vous allez stimuler l'engagement par la personnalisation, puis renforcer l'efficacité, puis la rapidité de vos communications, c'est certain, mais n'y allez pas avec la formule rapide juste parce que vous manquez de temps. Prenez le temps de personnaliser puis d'y apporter votre petite touche personnelle. Ça va faire toute la différence en bout de ligne. excellent. Merci, Guylaine. Gang, je m'excuse. On avait promis qu'on ferait des webinaires plus courts, mais quand j'ai des invités comme ça, je remercie Guylaine. Si vous pouvez vous joindre à nous pour la remercier, je vais lui demander à nouveau de remettre son adresse courriel dans le chat. Si vous voulez du coaching, si vous voulez de l'accompagnement, je pense que c'est vraiment la personne que je recommande. Pas je pense, c'est la personne que je recommande. En même temps, dans le chat, pourriez-vous mettre résumez donc votre séance en un seul mot. Puis nous, on s'engage dans les prochains 48 heures de vous envoyer les gabarits qu'on vous a partagés. On va également vous envoyer d'autres informations concernant nos références et l'enregistrement et le diaporama.